J'ai l'impression que ça fait pas rentrer les externes, hein. C'est ça. Bonjour! Bonjour à tous. Parfait. On va patienter une minute. Alors, on va se laisser un tout petit peu de temps avant de démarrer pour attendre ceux qui sont en train de finir leur café après le repas. Allez, encore 2 minutes, c'est en train d'arriver. Bon, eh ben, je vous propose de démarrer. Ça fera arriver les derniers participants. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui sur le sujet de la Dreambox. Et donc, on arrive maintenant dans la phase de lancement avec des arrêtés. J'y reviendrai dans la partie calendrier qui sont maintenant proches d'arriver. Et donc, l'idée avec Mathieu et toute l'équipe, c'était voilà, de faire un tour d'horizon sur la vague 2 imagerie, Dreambox Series, bien entendu, avec ce que ça comprend, les questions de calendrier, bien entendu, et surtout le travail préparatoire qu'il peut y avoir en établissement de santé, puisque là, on s'adresse vraiment à la partie hôpital, avant l'arrivée de ces dispositifs. Vous le verrez, il y a quand même un petit peu de travail, que ce soit pour le RIS et la Dreambox, et ça mérite donc de s'y consacrer un petit peu à l'avance. Donc, une rapide introduction. Après, laisserai passer la parole à Mathieu, qui a piloté toute la conception technique du projet depuis 2021. 3 ans de travail déjà, un peu plus. On parlera du coup aussi des conditions administratives et financières, des questions d'éligibilité. Un petit point calendrier, puisque j'imagine que vous avez tous la question. Et surtout, je le disais en préambule, la synthèse des prérequis et travaux à anticiper que vous pouvez faire dès maintenant, du coup, avant l'arrivée des dispositifs, pour vous trouver dans les meilleures conditions au moment du démarrage. Donc, j'imagine que cette slide, vous la connaissez, mais c'est toujours important quand même de se la rappeler, de pourquoi on est là aujourd'hui tous ensemble. Et l'ambition forte qu'on partage, c'est cette généralisation fluide et sécurisée du partage des données de santé, donc entre pros et avec l'usager, et donc en vague 2, intégrant le partage des images qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Premièrement, vous le savez, c'est que 98% des Français, même un peu plus, disposent d'un profil Mon Espace Santé. Alors, ils l'ont pas encore tous activé et les chiffres d'activation sont excellents. Mais en tout cas, dès maintenant, ça nous permet d'avoir une assise solide. Les professionnels de santé commencent à utiliser le système. La vague 2 va aussi aller dans l'amplification concernant la consultation. De même pour la partie messagerie. Et donc, on entre dans une généralisation de ces échanges et de tous ces mécanismes. Les chiffres sur le mois dernier sont excellents en termes d'alimentation. Je laisserai la courbe arriver à un autre jour, mais sachez que aujourd'hui on aurait dépassé, voilà, on est en train de finaliser les comptes, les 400 millions de documents en termes d'alimentation. Voilà, et donc ce serait encore une nouvelle étape de franchie. Sur cette vague 2, et plus spécifiquement pour l'imagerie. Donc, vous voyez, hein, alors, je l'ai dit, tous les patients aujourd'hui ont un profil Mon Espace Santé, quasiment tous sauf opposition.
L'atteinte de la masse critique, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une première façon, c'est de se dire, on a des tels niveaux d'alimentation aujourd'hui qui font que la partie, elle est gagnée, on ne reviendra plus en arrière et c'en est fini des 15-20 ans d'échec du DMP. Voilà, donc ça, mission accomplie. Par contre, c'est vrai pour tous les couloirs, mais encore plus spécifiquement pour l'imagerie, il y a encore du travail pour avoir la totalité des documents. Mathieu le reprécisera, mais pour accéder aux images, ça s'appuie sur les comptes rendus. Et si pas de compte rendu dans le DMP, pas de partage d'images. Donc le bon fonctionnement de la Dreambox dépend étroitement, je ne dis pas exclusivement, en tout cas étroitement, de la bonne alimentation du DMP par les comptes rendus de radio. Voilà, donc il y a encore une marche à franchir. C'est pour ça que la jauge, vous la voyez à moitié pleine. Même si le bilan est satisfaisant, on n'est pas complètement à la cible. Sur cette vague de imagerie, on a bien deux dispositifs, au sens technique, administratif et financier. J'insiste, on est au service d'un même enjeu métier qui est la généralisation donc, du partage des documents en imagerie, images et compte rendu. Et vous allez voir que les systèmes sont assez interdépendants techniquement, mais je dis bien interdépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien au niveau financier. Il n'y a pas de vente liée possible, hein. C'est important d'avoir le choix. Je parle notamment pour la Dreambox, puisque le RIS, ce sera une mise à jour. Donc un RIS, vous en avez déjà un. Mais en tout cas, pour la Dreambox, on va avoir ce socle commun. Après, les éditeurs vont proposer des fonctionnalités en plus, des spécificités. Mais ça doit justement être ça qui dicte votre choix et non pas un choix captif de dire, ah ben, j'ai mon PAX, je prends la Dreambox du PAX, j'ai mon RIS, je prends la Dreambox du RIS. Encore une fois, il n'y a pas de vente liée possible. Également, c'est le début, on va inaugurer les API ProSanté Connect, hein, cet espace de confiance qui va pouvoir aussi participer à la généralisation des échanges. Sur la partie hôpital, c'était du R pour le DMP, hein, donc la vague d'hôpital s'appuie sur R. Vous allez voir, donc pour la Dreambox et pour le RIS, on est sur du ProSanté Connect et qu'il faudra être donc dans ces architectures-là. Mathieu y reviendra. On va également prendre en compte le retour d'expérience de la vague 1, et notamment sur les questions d'alimentation, où on avait mis en place un mécanisme de contrôle a posteriori qui n'est pas complètement satisfaisant aujourd'hui en termes de volumétrie, en tout cas de généralisation d'alimentation. Donc j'y reviendrai sur la partie administrative et financière. Il va y avoir maintenant deux prestations. Une prestation initiale de déploiement, d'installation, de mise en œuvre du logiciel, et après une deuxième prestation, alors vous m'excuserez par avance pour l'anglicisme, de run, où là, on va payer en fonction du bon fonctionnement du logiciel, et ça, c'est très nouveau. Et je l'ai dit, je le redis avant de poursuivre, hein, encore une fois, orientation forte vers les usages. Les socles techniques aujourd'hui, c'est de l'acquis. Encore que sur la Dreambox, il va forcément y avoir un petit peu de travail. Mais en tout cas, nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui et ce qui nous fait nous lever le matin, c'est les usages, les usages, les usages. Voilà, et je laisse donc la parole à Mathieu qui va rentrer dans les deux dispositifs, à la fois RIS et Dreambox. À toi, Mathieu. Merci Jean-Marc. Ce qu'on va faire, on va faire un petit rappel là tout de suite sur le dispositif Dreambox. Et puis après, je détaillerai un petit peu je détaillerai les fonctionnalités et périmètres autour des deux dispositifs, du coup RIS et Dreambox. Donc slide suivante, s'il te plaît. Tout d'abord, en établissement de santé, donc c'était pour faire le parallèle avec ce qui a été fait lors du lancement de la vague 2 côté DPI. C'était vous montrer là où va s'intégrer à peu près la Dreambox, là où va s'intégrer la Dreambox dans le SI. Donc c'était à grosse maille. J'ai dessiné du coup les différents flux. Donc j'ai récupéré le schéma qui avait été partagé côté Task Force Hôpital et j'ai intégré la Dreambox. Donc, on peut voir que cette Dreambox, elle va être complètement intégrée dans le SIH avec du coup des liens entre le DPI, la Dreambox et le RIS et la Dreambox. Et puis aussi, cette Dreambox, du coup, elle va devoir faire du partage, donc du partage de KOS, on y reviendra juste après, et du partage d'images, donc avec des interactions avec le DMP, mon espace santé, et des interactions avec ce qu'on appelle le maillage Dream. C'est toutes les Dreambox qui vont être déployées sur le territoire pour lui permettre du coup de faire du partage d'images. Et puis elle va aussi avoir des interactions avec le PAX, puisque bien sûr dans son architecture, tous les examens d'imagerie vont rester stockés sur le PAX, donc avec du DICOM protocole pour faire le partage. La suivante, s'il te plaît, encore.
Donc, le projet DREAM, ça résulte d'un partenariat entre radiologues et pouvoir public. Ça, c'était le principe de base du démarrage de ce projet. Et l'idée de ce projet, c'est de construire du coup un réseau unique et national de partage d'images, donc à destination des professionnels de santé et des patients, qu'on va appeler réseau DREAM. Donc finalement, chaque établissement, chaque cabinet va être un nœud de ce réseau DREAM. Il va connecter son PACS à la passerelle qu'on va nommer du coup DreamBox. Et cette passerelle, du coup, qui va devoir être développée par les éditeurs du coup, qui suivent cette vague 2 sur le dispositif DreamBox. Et l'ensemble du coup, de ces DreamBox vont former du coup le maillage, le réseau DREAM. Pouvoir public, nous, on va héberger du coup des index qui vont être poussés au niveau du DMP. Les examens vont bien rester dans les PACS locaux. Donc, il va y avoir un partage de pointeurs et ensuite un partage d'images. La Dreambox, elle possède deux fonctions. Donc, la Dreambox, dans son entièreté de logiciel, va posséder deux fonctions. Une fonction production source qui va permettre, à partir d'une validation d'un compte rendu, de partager, de construire un pointeur et de le partager, et une fonction consommation qui va permettre aux professionnels de santé, notamment, de récupérer ce pointeur partagé, de le lire et de télécharger ensuite les examens d'imagerie correspondants. Les bénéfices attendus autour de ce projet, c'est tout d'abord éviter la multiplication des demandes d'examen d'imagerie qui sont très souvent redondants. Donc, c'est offrir du coup un carnet autour du carnet de santé numérique et un accès aux images et éviter cette multiplication. Et puis aussi, pour le professionnel de santé, c'est avoir une visu globale de toute l'historique d'examen, de tout l'historique d'imagerie qui a été réalisé pour un patient donné. Et pour améliorer du coup derrière la continuité de prise en charge et la qualité. Et enfin, ça va également viser à sécuriser le partage d'examens entre les différents utilisateurs, puisqu'on va mettre en place ici une solution du coup dédiée vraiment de partage d'examens. Slide suivante. Alors, ce que j'ai voulu faire pour éviter de vous représenter à nouveau le projet Dreambox, c'était de vous présenter là les trois workflows principaux sur lesquels vont s'appliquer le projet et de vous montrer comment ils vont s'intégrer dans le SI et quelles vont être les interactions avec les systèmes existants. Alors, vous l'avez vu, la Dreambox va partager ce qu'on appelle un COS. Alors, un COS, c'est le nom technique d'ICOM. Le COS, c'est un document qui est normalisé par le standard d'ICOM et à l'intérieur, il va contenir le pointeur référençant l'examen d'imagerie. Encore une fois, l'examen, lui, reste au niveau du PACS. Donc, comment ça va se passer en termes de workflow? Le radiologue ou médecin nucléaire, il va rédiger et valider son compte-rendu au niveau de son RIS. Ce compte-rendu va partir sur le DMP. Donc, ça, c'est des choses qui avaient été vues en vague 1, Ségur. Et la nouveauté avec la Dreambox, c'est qu'on va demander au RIS d'envoyer ce même compte-rendu, une fois qu'il a été bien réceptionné par le DMP. On va demander également de transporter ce compte-rendu vers la Dreambox. Et c'est grâce au compte-rendu qui a été validé que la Dreambox va aller chercher les informations du PACS et construire le pointeur COS qu'elle va ensuite soumettre au niveau du DMP. L'ensemble de ces systèmes, que ce soit RIS et Dreambox et bien sûr DMP, fonctionnent bien sûr avec l'INS, sont tous INS compatibles et ils ont tous une DMP compatibilité. Ça, c'est pour la partie donc production. Ensuite, sur la consommation, on a deux workflows de consommation. On a un workflow de consommation qui va être destiné plutôt aux radiologues et aux médecins nucléaires, aux professionnels de santé qui manipulent de l'imagerie. Donc, pour aller consulter l'image, du coup, qui est quelque part sur le maillage DREAM, comment ça va se passer? Donc, du coup, le radiologue va d'abord se connecter au RIS et par rebond, il va faire appel à la Dreambox consommatrice, donc à la passerelle Dreambox Conso depuis le RIS. Il va récupérer le pointeur du DMP, le pointeur COS. Donc, un pointeur COS, ça correspond à un examen. Il le récupère en local et ensuite, grâce à la lecture de ce pointeur, il pourra aller chercher l'examen d'imagerie, télécharger l'examen d'imagerie en local qu'il aura trouvé sur une des Dreambox sources du territoire où a été produit l'examen. Donc là, on est vraiment sur le maillage Dream. On va avoir du coup énormément de Dreambox disséminés sur tout le territoire. Du coup, on récupère cet examen. Là, vous l'avez vu dans les interactions, on en reparlera un petit peu après. On introduit aussi le service Pro Santé Connect, qui est un élément du coup très important, qui est un service très important qui sera du coup utilisé par le maillage Dreambox.
Donc l'intérêt de ce workflow, c'est bien sûr récupérer un ou plusieurs COS et que le professionnel de santé puisse ensuite télécharger l'examen au format DAICOM, le travailler et puis aussi avoir bien sûr l'historique des examens d'imagerie. On est ensuite sur un autre cas qui sera un petit peu plus simple. On va s'adresser ici plutôt aux médecins demandeurs, à tout professionnel de santé, mais particulièrement aux médecins demandeurs et aux patients. Le but de ce workflow, c'est à partir du compte-rendu d'imagerie, un lien est positionné sur le compte-rendu et une fois qu'on clique sur ce lien, on arrive là directement sur la Dreambox Source. Donc la Dreambox Source offre une visionneuse et on ouvre du coup l'examen d'imagerie qui correspond au compte-rendu. Donc on est sur un cas beaucoup plus simple. Là, il y a le cas détaillé sur la gauche, le cas très très macro sur la droite. Donc vous l'avez vu à partir d'un lien qui est positionné sur l'URL. On voit l'examen d'imagerie apparaître. Donc là, c'est une fonction qui ressemble beaucoup aux plateformes de diffusion d'imagerie, à la différence près que c'est aujourd'hui maintenant normalisé et que ça va respecter du coup un certain nombre d'exigences d'interopérabilité et également de sécurité. Lettre suivante, s'il te plaît. Alors, on va détailler maintenant un peu on va détailler le périmètre RIS de cette vague 2 et l'évolution du coup du RIS sur cette vague 2 avec voilà, plusieurs catégories. Tout d'abord, sur l'alimentation du DMP, il va y avoir une évolution qui va être demandée aux éditeurs qui vont produire du coup ce RIS vague 2, une évolution du dispositif dans le sens où, vous l'avez vu, pour qu'un examen d'imagerie soit partagé, il faut qu'il y ait un certain nombre d'attributs qui soient mis sur le compte-rendu. Donc, c'est des nouveaux attributs qui n'étaient pas présents en vague 1. Donc, le volet, ce qu'on appelle volet structuration minimale du CDR2. CDR2, c'est le compte-rendu, c'est la norme sur laquelle est construit ce compte-rendu. Plusieurs attributs vont être amenés, des attributs d'imagerie, notamment ce qu'on appelle le Study Instance UID, l'accession number, et puis aussi des notions de modalité et de région anatomique qui seront du coup positionnés sur le compte-rendu par le RIS, et ça va permettre derrière d'alimenter le DMP et aussi de pousser ce compte-rendu au niveau de la Dreambox pour qu'ensuite elle puisse construire son KOS. Donc là, on est quand même sur des dépendances assez fortes finalement entre le RIS et la Dreambox. On aura aussi la consultation de l'espace documentaire Mon Espace Santé. Donc bien sûr, on introduit ici sur le RIS, c'est là aussi la nouveauté de la vague 2, c'est la consultation. La consultation du DMP complètement intégrée du coup au niveau du logiciel via une authentification via le service ProSanté Connect et avec différents moyens comme la carte CPS ou ICPS du professionnel de santé. Et ensuite, d'autres catégories, donc bien sûr l'authentification des professionnels de santé via ProSanté Connect avec l'extension Espace de confiance qui va permettre du coup d'atteindre différentes API. Aujourd'hui, les API identifiées qui vont utiliser cet espace de confiance ProSanté Connect, et ben, ça va être le DMP, notamment la consultation du DMP, mais également l'INS, l'appel au téléservice INS, et puis on aura aussi du coup la Dreambox. La sécurité SI, effectivement, qui a été également renforcée sur cette vague 2, autour de plusieurs axes, de renforcement bien sûr de résilience des RIS avec un socle commun, des exigences d'identification électronique avec l'arrivée du coup de ProSanté Connect et notamment de l'espace de confiance avec tout ce qui est proxy santé, et puis bien sûr des exigences aussi d'identité. D'exigences IAM aussi, spécifiques aux solutions hospitalières, notamment des simplifications d'accès aux solutions SSO. Également dans cette partie sécurité SSI. Et puis également aussi, il y aura bien sûr des tests à réaliser par les éditeurs. On appelle ça du coup pen test. Et puis des renforcements aussi dans le développement, des renforcements de sécurité dans le code, dans le développement des logiciels également qui ont été mis en exigence. Tout ça dans le but de renforcer une fois de plus la résilience du coup, et en tenant compte également des retours qu'on avait eu sur la vague 1 autour de ces sujets de sécurité. L'interaction avec la Dreambox, donc très important, effectivement, notre RIS vague 2, ça va être un prérequis pour permettre le bon déploiement de la Dreambox, avec du coup ici de l'interopérabilité RIS Dreambox, autour on aura l'appel contextuel, pas forcément d'interopérabilité, mais un appel contextuel, bien sûr, à mettre en place pour appeler la Dreambox, et puis également de l'interopérabilité. Le but ici, c'est d'avoir une interopérabilité donc spécifiée,
et qui soit du coup ouverte dans le sens où un RIS pourra s'interconnecter avec n'importe quelle Dreambox. L'idée, c'est de ne pas verrouiller le marché du coup et qu'on puisse du coup avoir des éditeurs de RIS qui puissent communiquer avec des éditeurs de Dreambox concurrents à l'éditeur RIS pour avoir laissé comme ça le choix, un choix complètement ouvert du coup aux radiologues et également aux établissements dans le choix dans leur choix de Dreambox du coup à acquérir. Le service APCV, donc ça c'est l'application carte vitale dématérialisée, et puis bien sûr un certain nombre d'améliorations de fonctionnalités vacuum. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais notamment on peut citer par exemple l'INS avec du coup des nouvelles doctrines là, qui est sortie maintenant l'année dernière, sur lequel il y a de nouvelles exigences. Autour du risque, donc des flux qui vont être mis en place. On appelle ça demi-connecteurs, avec des demi-connecteurs du coup qui vont arriver. La téléradiologie importante qui est aujourd'hui du coup va être mise dans le périmètre VAC 2, aussi bien au niveau de l'émission de la demande d'examen que la réception du compte-rendu qui provient du SI téléradiologie. La partie worklist également, qui va permettre du coup d'offrir l'INS au niveau worklist pour les modalités. De l'appel contextuel, de l'envoi compte rendu à la Dreambox, ça aussi c'est des choses nouvelles qui arrivent avec ce RIS VAC 2. Flux d'identité vers le PAC, ça c'est des choses qui existaient, c'est non impacté au niveau VAC 2. Ce qu'on va retrouver également, c'est au cas où il y ait une référence d'identité externe. Très souvent en établissement, c'est la réception du flux d'identité. L'envoi du compte-rendu vers la PFI-DPI avec du coup un nouveau référentiel qui a été rédigé pour permettre notamment de gérer tout ce qui est réception MS Santé et également de gérer tout ce qui est acquittement. Et enfin, sur la partie droite, on est plus sur les services socles, ici avec de l'appel téléservice INSI via ProSanté Connect, l'identification électronique et le RIS rentre du coup dans le dernier référentiel ProSanté Connect extension espace de confiance, pour permettre du coup la communication avec le DMP et avec le téléservice INS, l'application carte vitale, et puis bien sûr tout ce qui est BAL MS Santé et l'annuaire santé également, qui va être, dont les éditeurs vont devoir implémenter les requêtes pour aller l'interroger. Voilà pour la partie RIS. Donc les nouveautés, identification électronique, bien sûr, la consultation du DMP par le mode R simplifié, mais aussi par ProSanté Connect. L'authentification qui va être assez importante via le service ProSanté Connect. On ouvre quand même l'authentification avec le standard OpenID Connect pour permettre l'accueil d'authentification propriétaire. Le RIS, ça c'est ces nouveautés, c'était non présent dans le VAC 2 des pays. C'est la jointure avec l'espace de confiance ProSanté Connect et le fait du coup de consulter le DMP en ProSanté Connect. Et côté sécurité, donc les différents entrants sur le périmètre de sécurité, ça va être, je l'avais dit juste avant, c'est la démarche SSI chez l'éditeur, le test d'intrusion qui va être également vérifié pour rentrer dans cet espace de confiance. Toute la partie gestion de sauvegarde des comptes avec un certain nombre d'exigences, des sessions également. Ce qu'on a regardé également, c'est tout ce qui est conservation des traces. Et la partie notamment statistique, moi, je reviendrai un petit peu après, et enfin la réduction de la surface d'attaque via notamment les différentes exigences et l'espace de confiance et aussi le pen test que devront passer les éditeurs. Slide suivante, s'il te plaît. Interopérabilité, donc bien sûr l'interopérabilité PFI et Dreambox avec le renforcement du transport du CDA, la gestion des comptes rendus d'imagerie, l'appel contextuel vers la Dreambox, les interactions avec la téléradiologie, et puis les autres fonctions, la gestion de l'application carte vitale, les processus, les fournitures de statistiques du coup, puisque là on a essuyé on a voulu améliorer du coup depuis la vague 1 effectivement cette fourniture de statistiques pour avoir les statistiques les plus détaillées possibles et la production des traces MS Santé et DMP. Je laisse avancer Jean-Marc. Là, sur les informations du patient, recueillement de son consentement, donc un ensemble d'informations qui permettront du coup la bonne prise en compte des particularités de mon espace santé autour du consentement
qui est demandé au regard également de la qualification des identités, à savoir sur voilà, l'alimentation du DMP. Elle peut se faire par défaut. La consultation du DMP requiert bien sûr un consentement explicite du patient. Donc là, il y a des exigences qui ont été rédigées pour renforcer également tous ces aspects transactionnels pour accéder aux examens d'imagerie, pour accéder bien sûr au DMP, mais aussi pour accéder à la Dreambox. Slide suivante, s'il te plaît. Côté Dreambox, alors sur la fonctionnalité et périmètre technique, côté Dreambox, donc plusieurs enjeux également avec de l'alimentation et de la consultation du DMP, donc spécifique à la Dreambox. Il va y avoir un profil que devront passer les éditeurs, spécifique au niveau du ce qu'on appelle le CNDA, puisqu'on va ici, on ne va pas alimenter du compte rendu et consulter du compte rendu, on va alimenter là du KOS, donc le pointeur, qui est du coup maintenant un nouveau document sur le DMP. On va également avoir de la consultation et l'import des images, puisque à partir du COS, la Dreambox va aller requêter une des Dreambox du maillage pour aller télécharger les examens d'imagerie. Et puis aussi, elle va offrir cette Dreambox la possibilité, via une visionneuse, l'accès à partir d'un lien sur le compte-rendu, l'accès à cette visionneuse et l'ouverture pour le médecin demandeur à l'examen d'imagerie. L'authentification des PS via ProSanté Connect, bien sûr. Donc ça, c'est exclusif au niveau de la Dreambox. Elle va fonctionner exclusivement sur le service ProSanté Connect. Et pour les patients, c'est le service France Connect Plus qui va être utilisé. C'est un autre service d'authentification qui est utilisé et qui sera aussi utilisé par Mon Espace Santé. Il y a des évolutions côté Mon Espace Santé pour utiliser également France Connect Plus. La sécurité SI, à nouveau au niveau Dreambox, un nouveau logiciel. Donc il n'y a pas forcément de legacy, mais on a fait un gros travail aussi sur les enjeux de traçabilité des accès, sur les statistiques. Je terminerai à la fin sur l'espace de confiance. Je vais juste continuer sur interopérabilité avec les PACS, bien sûr. Une interopérabilité pour que les PACS puissent communiquer, une interopérabilité qui est basée sur des standards internationaux. Ça va être notamment le standard DICOM. Aussi sur les RIS et les DPI, encore une fois, à partir du moment où ils sont VAC 2, ils peuvent s'interfacer avec n'importe quelle Dreambox qui seront référencées par l'ANS, et la gestion du cycle de vie de l'examen d'imagerie, puisque l'examen il va peut-être bouger dans le temps, et il faut à chaque fois mettre à jour les pointeurs. Donc ça va être le rôle de la Dreambox de bien gérer ce cycle de vie. Et enfin, l'espace de confiance Dream, puisque ce maillage Dream qu'on a vu juste avant, il va être maillé autour d'une URL unique qui est mesimagesmedicales.fr. Et l'ensemble des examens, l'ensemble des POS va être autour de ce maillage, et l'ensemble de ces Dreambox va être intégré dans cet espace de confiance, avec aujourd'hui des travaux qui sont menés, qui concernent plutôt la partie déploiement, et une sécurisation du coup de cet espace de confiance Dream, avec des Dreambox qui rentrent et des Dreambox qui sortent, et à chaque interaction, en tout cas de partage d'images, un contrôle pour voir si la Dreambox concurrente en face de la Dreambox appelante est bien du coup dans cet espace de confiance. Merci Mathieu. Alors, Il y a une question. oui. Alors Jean-François, je suis désolé, j'ai pas accès aux réponses en ligne, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais demander à Mathieu du coup d'apporter directement la réponse peut-être. Alors la question, oui, et j'ai une question de Jean-François. Est-il possible de préciser les actions menées par les DSI pour que l'accès au Dreambox extérieur pour les cliniciens à travers le DBI propre à l'établissement? Ce sont les principaux consommateurs, tout à fait. Je vous propose de revenir sur cette question après, quand je présenterai les prérequis. À ce moment-là, on pourra Parfait. éventuellement en discuter. Il y a un chapitre prérequis. La Dreambox, voilà, autour de cette Dreambox, différents flux. Notre Dreambox, elle va devoir communiquer bien sûr avec le RIS pour la réception du compte-rendu. Le PAX pour tout ce qui est interaction, transaction DICOM. Le flux IOC MHL7, c'est pour gérer le cycle de vie du coup des examens, parce que si un examen bouge au niveau du PAX, il faut que la Dreambox puisse être informée. Puis le navigateur web, on est sur une application web au niveau de la Dreambox, donc elle sera appelée à travers un navigateur. Côté droit, plusieurs systèmes qui vont interagir également. Donc, bien sûr, le navigateur web du patient pour l'accès à la visionneuse directe. L'espace de confiance ProSanté Connect qui va assurer l'identification et l'authentification personne physique du professionnel de santé qui va vouloir accéder à l'examen. On va mettre en place également, côté ANS, une supervision, on va appeler ça météo des services, qui va permettre, ça va être visible à l'écosystème, visible
de façon même publique, sur le maillage Dreambox, quels sont les Dreambox qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, donc avec une supervision continue de l'ensemble de ces Dreambox accessibles via un portail Internet. Les interactions, bien sûr, avec le DMP, et enfin, les interactions avec ce qu'on appelle l'espace de confiance Dreambox. On peut appeler ça aussi maillage Dream. Finalement, c'est toutes les Dreambox et les échanges en fait, d'examen d'imagerie entre ces Dreambox. Donc, voilà un petit peu les interactions. J'en termine avec le workflow global. Je crois que j'avais 2-3 slides pour vous montrer quelques points assez importants. Je vais faire ça en 2 minutes. Je crois qu'il doit me rester encore 5 minutes. Dépendance technique. Donc, la dépendance technique d'API RIS, effectivement, alors les dépendances, voilà, je parlais des évolutions. On va côté DPI RIS, on va avoir 2 types d'évolutions. Donc, DPI RIS, c'est l'évolution autour de l'appel contextuel, puisqu'effectivement, il faut que cette Dreambox elle soit appelée par le DPI ou par le RIS, que c'est ces logiciels qui vont passer les entrants pour qu'ensuite la Dreambox elle puisse requêter le DMP. Les entrants, ça va être notamment le consentement du patient et également l'identité du patient, l'INS du patient. Donc, on va retrouver l'ensemble de l'identité du patient dans l'appel contextuel qui sera appelé. Le RIS, c'est pareil, sauf que le RIS, voilà, l'évolution en plus côté RIS, c'est l'évolution du compte-rendu. On reste sur un compte-rendu de niveau, ce qu'on appelle de niveau 1, c'est-à-dire qu'avec un en-tête structuré et un corps qui est non structuré. Mais dans cette en-tête structurée, en termes techniques, on a rajouté un ensemble d'attributs qui permettront, du coup, lors de l'envoi de ce compte-rendu au DMP, mais aussi à la Dreambox, que la Dreambox puisse récupérer les différents attributs comme ceux que vous voyez à l'écran, le Study Instance UID, l'Accession Number, l'Order Placer, qui permettront derrière à la Dreambox de construire le pointeur, puisqu'elle requêtera du coup le PAX pour construire ce fameux pointeur. La slide suivante, s'il te plaît. Pour la suite, donc 2 possibilités d'appel Dreambox depuis le RIS et DPI. C'est ce que je voulais vous présenter là en dernière intention de ce chapitre. Une authentification primaire RIS-DPI. Donc, on a une conformité, bien sûr, qui est demandée au niveau des exigences. On appelle conformité au niveau du RIE. C'est un des documents on appelle la politique générale de sécurité des systèmes d'information. C'est le référentiel d'identification électronique personne physique que devront du coup respecter les différents logiciels professionnels de santé qui vont se mettre sur le marché, qui vont devoir être référencés Ségur, notamment sur les authentifications, sur les problématiques d'authentification, les enjeux d'authentification, avec du coup différents modes pour accéder au DMP. Le R simplifié, sachant que la Dreambox, on sera sur une authentification exclusive ProSanté Connect. Ça, je vais y revenir un petit peu après. Et puis après, on a des autres possibilités autour de ProSanté Connect avec des environnements qu'on appelle Full ProSanté Connect du début à la fin. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, en établissement de santé, on va retrouver du coup différents systèmes. On a notre RIS ou DPI, on aura la Dreambox consommatrice, et puis des interactions qui devront être faites depuis cette Dreambox avec le DMP pour récupérer les pointeurs, et également avec le maillage Dream. Donc là, on est vraiment dans un contexte de consultation. Aujourd'hui, en cours il y a un appel à projet qui s'appelle Hospi Connect, et puis il y a des évolutions qui vont venir sur la brique ProSanté Connect, avec notamment des évolutions afin que l'authentification réalisée par l'utilisateur vaille authentification ProSanté Connect, ce qu'on appelle la reconnaissance par ProSanté Connect du milieu établissement. Donc ça, c'est en train de monter petit à petit. Je vous ai mis des liens si vous êtes intéressé, effectivement, pour que le fournisseur d'identité local du coup de l'établissement puisse être reconnu par ProSanté Connect. Il y aura effectivement des exigences à respecter. Et c'est un programme là que pilote le projet ProSanté Connect avec un certain nombre de travaux qui vont sortir en 2025. Puis il y a aussi des travaux sur la délégation de l'authentification. Et enfin, sur les moyens d'authentification ProSanté Connect, j'ai parlé de la carte. On a des cartes CPS, cartes physiques, les cartes ICPS, les cartes dématérialisées. Et ce qui va arriver également, c'est les clés FIDO. Ça va arriver aussi en 2025. Pareil, vous avez un petit lien pour les travaux en cours. J'ai plus la date exacte. Ça va arriver courant 2025, ces clés FIDO. Donc, ça va être un moyen supplémentaire pour également se connecter avec le service ProSanté Connect. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, sur l'ensemble des échanges avec le maillage Dream, bien sûr, on est basé sur ProSanté Connect. Là, c'est un deuxième exemple. On est sur un workflow de bout en bout ProSanté Connect, donc là, full ProSanté Connect, du début à la fin,
Là, j'ai mis ce qui ressort, c'est la brique SSO, que on sera uniquement via un navigateur web. Via navigateur web, le SSO est implicite. Du coup, ça permet, comme ça, par rapport à l'expérience utilisateur, de s'authentifier via ProSanté Connect et de rester sur la même authentification de bout en bout. C'est-à-dire que s'il s'authentifie sur le RIS, il aura des interactions avec le RIS. Derrière, il va aller appeler la Dreambox, mais il gardera sa même session côté ProSanté Connect. Il y aura une réauthentification, bien sûr, parce qu'on change à chaque fois d'environnement, mais celle-ci sera transparente, puisque la brique SSO là, va rentrer en jeu, la brique SSO ProSanté Connect. Donc là, il y aura c'est des choses qui existent déjà et qui sont implicites, notamment à la norme OpenID. Et après, côté DMP, côté maillage de Dream, on rentre après sur ce qu'on appelle l'espace de confiance ProSanté Connect avec les API ProSanté Connect, donc l'API côté DMP. Et on peut considérer aussi que les Dreambox, du coup, vont proposer des API autour de l'espace de confiance Dream, donc avec du full ProSanté Connect ici de bout en bout pour aller consulter les examens d'imagerie. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. Ouais, il y avait juste un petit point de dernière minute sur la partie sécurité. Sécurité, effectivement, ça c'est l'espace de confiance. Donc, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Chaque Dreambox va devoir contrôler la liste blanche. C'est cette liste blanche qui va déterminer l'espace de confiance. Donc, nous, ANS, on va être opérateur de cet espace de confiance. Et chaque fois qu'il y a une Dreambox qui va rentrer dans l'espace de confiance, il y aura un contrôle et elle sera rentrée du coup dans cette liste blanche qui sera distribuée à l'ensemble des éditeurs. Et grâce à la vérification à chaque interaction d'échange d'images, il y aura une vérification mutuelle de la présence de la Dreambox si la Dreambox donc concurrente, la Dreambox consommatrice ou la Dreambox source suivant où on se trouve, elle est bien présente dans cette liste blanche qui est elle-même signée par l'ANS, qui nous permet d'ici d'avoir un espace de confiance du coup complètement sécurisé et fermé pour permettre le partage d'images entre Dreambox. Voilà de mon côté. Je Merci te remets Mathieu. Ouais, il y la a une main. question sur la connexion du coup à laquelle on peut répondre tout de suite, je pense. Alors, question de Sébastien concernant la consultation des images par les usagers de mon espace santé. Faudra-t-il nécessairement se connecter via France Connect à mon espace santé pour consulter des images ou la connexion dans mon espace santé classique est suffisante? Ce qu'on pousse, nous, c'est France Connect aujourd'hui. Et mon espace santé va également proposer France Connect. France Connect Plus, qui est au niveau substantiel du coup, pour qu'on puisse bien s'aligner avec la politique générale de sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est France Connect qui sera utilisé là pour les patients. Et France Connect, il mène aussi de son côté des travaux, parce que c'est encore une autre direction qui gère France Connect, ça s'appelle la DINUM. Ils mènent également des travaux de leur côté pour offrir d'autres fournisseurs d'identité. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'utilisé, mais effectivement, aujourd'hui, on n'a que la Poste qui propose une identité. Donc, il y a des travaux là qui sont menés. Il y aura d'autres fournisseurs d'identité. Il y a France Identité, notamment, qui va arriver, puis d'autres fournisseurs d'identité également qui vont arriver pour étendre ce service France Connect Plus. Merci Mathieu. C'était très clair, complet et surtout maîtrise du timing parfaite. Du coup, on va repartir sur les aspects plus administratifs et financiers de mon côté, et notamment en commençant par rappeler le cadre du Ségur du système ouvert non sélectif, alors que vous connaissez déjà, puisque j'imagine que pour la quasi-totalité d'entre vous, vous êtes déjà passé en vague 1, mais on prend quand même le temps de le rappeler. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on est sur de l'achat pour compte, que c'est l'établissement qui passe la commande, et que c'est l'État, une fois que c'est installé, qui se substitue au paiement. Je vous l'ai dit, on va y revenir. Maintenant, il y a deux prestations, une prestation d'installation et une prestation de continuité dans le temps, et donc ça va intervenir à plusieurs moments. Donc ça, c'est pour ce principe. Et bien entendu, en vague 2, il reste complètement inchangé. Je vous l'ai dit, le paiement vient en contrepartie effective des prestations. Alors, on a 40% à la commande, c'était 30% en vague 1. C'est aussi important pour les éditeurs de jouer le jeu en termes de trésorerie. Tout ça est défini dans le réglementaire. Vous aurez en lien sur les slides l'ensemble des documents qui ont été prépubliés et incessamment sous peu, les documents définitifs qui sont quasi les mêmes, à part quelques ajustements à la marge que ceux qui ont été prépubliés. Et bien entendu,
il n'y a aucune obligation, hein. Le Ségur, c'est à la fois un programme volontariste et financier, mais non contraignant sur la participation. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on finance, mais que demain, on va être beaucoup plus dans un rôle de régulateur et il va y avoir beaucoup plus de contrôle, voire d'obligation. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, le programme Ségur n'est pas contraignant, n'est pas obligatoire, que typiquement le cadre technique de la Dreambox ou l'obligation de partager des images ne sera pas inscrit dans le Code de la santé publique, comme c'est déjà dans le cas, hein, pour l'article L1111-15 du Code de la santé publique, dans lequel on trouve les comptes rendus en radio. Donc, de toute façon, c'est la trajectoire. Il convient aussi de le rappeler, c'est de la bonne utilisation de l'argent public. Sur ces prestations, donc Ségur, Imagerie Vague 2, même mécanique pour le RIS et pour la Dreambox. Donc, cette fameuse prestation principale, 40% à la commande. Le solde de la prestation principale, une fois qu'on a constaté, donc VA, le bon fonctionnement de la solution. Donc, ça comprend, je vais y revenir après en détail, installation, paramétrage, formation, ainsi que la maintenance corrective pour une durée de 3 ans. Voilà, donc là-dessus, c'est très clair. Ce qui est donc complètement nouveau, alors pour tout l'écosystème, hein, pour les éditeurs et aussi les établissements, c'est cette fameuse prestation secondaire. On se trouve par exemple dans le cas où aujourd'hui, on voit que ben, on a au tout début, sur les risques, envoyé quelques comptes rendus, puis après, ça s'est arrêté. Problème de certificat, problème d'organisation, peu importe les raisons. Mais du coup, l'objectif collectif de l'alimentation et du partage généralisé n'est pas atteint. On l'a bien pris en compte et c'est que pour ça, maintenant, on paye une deuxième prestation. Et tous les 6 mois, on demande à l'éditeur de nous fournir un relevé de l'activité. Alors, bien entendu, tout ça de façon anonyme, hein, il n'y a pas de questions sur la partie données de santé. Bon fonctionnement donc des systèmes, et une fois constaté ce bon fonctionnement, eh bien le semestre est payé, et ça pour chaque client. Donc ça demande forcément un petit peu d'effort supplémentaire côté éditeur. C'est pour ça que, bah, il y a aussi une augmentation globale du budget, mais ça permet vraiment de sécuriser les usages, hein. Je vous parlais d'usage tout à l'heure, et c'est un outil parmi tant d'autres pour sécuriser les usages. En tout cas, c'est vrai que pour les établissements, ça vous apporte des garanties on va dire, de bonne continuité dans le temps, sans y passer trop de temps, puisque finalement, ça va se jouer entre l'éditeur et l'ANS, donc qui recevra les fichiers, et l'ASP qui va payer. Vous n'êtes pas concerné, vous, en tant qu'utilisateur, si ce n'est que vous savez que derrière, il y a toute cette mécanique, et c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui. Sur les conditions d'éligibilité, donc toujours pareil, hein, on peut être éditeur ou distributeur, voilà, on est fournisseur. Sur le cas de la Dreambox, alors la question s'était pas posée jusqu'à maintenant, puisque les RIS, les éditeurs et fournisseurs, c'est pareil, hein. Chaque éditeur met en œuvre son RIS, l'installe et après le supporte. Sur la Dreambox, il y a quelques grandes compagnies de PACS qui vont s'appuyer sur des sous-traitants. Et donc, il y a une notion de distribution qui apparaît. Celui qui prend l'engagement contractuel, c'est le fournisseur. Et donc, dans ce cas-là, c'est le distributeur. C'est-à-dire que si c'est une grande compagnie de PACS qui distribue la Dreambox d'un autre acteur, ben, c'est auprès de lui qu'il faut passer commande et c'est lui que l'État va payer. Bien entendu, Mathieu vous l'a dit, c'était pour ça que c'était important de vous présenter ces questions de ProSanté Connect. Un fournisseur doit être opérateur de service utilisateur. Ce qui veut dire, et j'en reviens à mon exemple de grande compagnie de PACS, qu'une grande compagnie de PACS qui va distribuer une Dreambox devra être lui-même opérateur de service ProSanté Connect. Voilà. Il devra faire partie de cet environnement en tant que fournisseur. Sur le client, on a pris l'activité 2023. Là, on a réussi à être vraiment up-to-date, si vous, encore une fois, vous me passez l'anglicisme, pour avoir du coup, les niveaux d'activité les plus récents possibles. Et on est toujours sur les mêmes mécaniques, avec un service de calcul qu'on a, en tout cas je l'espère, bien amélioré, et qui doit permettre de savoir dans quelle tranche d'activité vous êtes. Et c'est pour ça que vos fournisseurs, éditeurs, distributeurs, dans les différents cas, vont vous demander les activités pour savoir à quelle tranche de financement ils sont éligibles. Sur les autres conditions particulières, pour le RIS, si on a un logiciel Vaguin, à ce moment-là, on est éligible à la prestation mise à jour. Sinon, pour ceux qui n'auraient pas passé commande en Vaguin, ou pour ceux de la médecine nucléaire qui arriveraient en partant de zéro,
On est dans le cadre d'une double prestation, vague 1 plus vague 2, c'est-à-dire que l'éditeur va en une fois réaliser la totalité des prestations Ségur, les nouvelles de la vague 2, les anciennes de la vague 1, et sera payé donc pour l'ensemble, vague 1 plus vague 2. Bien entendu, vous l'aurez compris, c'est pas prix de la vague 1 plus prix de la vague 2, puisque typiquement l'installation, le support, la formation sont faites une fois. Voilà. Donc il y a eu de savants calculs pour trouver le bon prix, mais en tout cas, il est possible, et on a déjà eu la question pour les gens qui n'étaient pas en vague 1, de grimper directement en vague 2. Sur la partie Dreambox, là on est un petit peu à l'inverse, hein, ce système n'existe pas, donc dans la quasi-totalité des cas, on sera avec des nouvelles installations qui comprennent le matériel, puisqu'on ne voulait pas de frein au déploiement et donc ça comprend le matériel. Il y a un cas qui pour nous relève de la mise à jour, c'est l'embarquement de la Dreambox dans un PAX. Et là, on considère que c'est la mise à jour du PAX, donc on est sur un profil natif qui justifie donc cette mise à jour. Il y a un autre cas que peut-être on va rencontrer, mais c'est même pas certain, c'est si jamais c'était un portail de diffusion avec une connexion d'ICOM préexistante et donc quelque part une mécanique existante qui a été mise à jour. Là aussi, ça relèverait de la mise à jour. Dans tous les autres cas, on est sur des nouvelles installations. Et donc, on pense que ce sera la grande majorité. Sur la prestation principale, voilà, donc là, c'est une petite liste à la Prévert, mais c'était aussi important qu'on la passe. Premièrement, bah, c'est l'octroi des droits d'utilisation de la solution. Ça paraît évident, mais il faut le dire. L'installation, la configuration et la qualification qui permettent d'aboutir à la VA. L'installation, la qualification des demi-connecteurs. Là, je vais y passer un tout petit peu plus de temps parce qu'il y a des enjeux à la fois techniques et métiers. Bien entendu, les services socles, Mathieu en a parlé, pour la plupart, ils sont déjà connectés. Euh, tout ce qui est PFI, gamme, là aussi, normalement, on doit déjà avoir des choses en place, hein, surtout des nouveaux établissements qui arriveraient. Deux points un petit peu plus spécifiques qu'il faut que vous ayez en tête, et donc qui feront l'objet des discussions avec les éditeurs. Sur la Dreambox, tous les demi-connecteurs du RIS sont inclus, et de la même façon que vous avez l'inverse. Sur la partie télé-radio, là, il y a un vrai enjeu de santé publique. On s'est trouvé en Waguin avec des mécaniques techniques qui n'étaient pas prêtes, c'est normal, hein, les choses étaient assez nouvelles, avec pour conséquence que les comptes rendus produits en télé-radio ne remontaient pas dans le DMP pour tout un tas de raisons techniques et métiers. Il y a eu de multiples échanges avec les éditeurs, aussi avec des DSI d'établissement. Pour nous, voilà, il ne pouvait pas y avoir de remontée vers le DMP à deux vitesses, hein. Des remontées, ça fonctionne parce que c'est fait sur le risque de l'établissement, et des remontées qui ne fonctionnent pas parce que c'est en téléradiologie. Donc on a inclus toutes les mécaniques de remontée des comptes rendus produits en téléradiologie au travers des RIS vers le DMP dans les prestations, je parle des logiciels, et donc de la partie déploiement. Donc pour les établissements, et on sait aujourd'hui que c'est 90% qui font appel à la téléradiologie, alors de façon ponctuelle ou plus régulière, mais en tout cas, quand vous aurez votre mise à jour vague 2, la prestation de connexion avec la plateforme de téléradio, elle est incluse dans le Ségur Vague 2. Voilà. Alors, probablement, j'imagine que les plateformes de téléradiologie vont demander des contreparties puisque elles ne sont pas éligibles au Ségur. En tout cas, sur la partie RIS Ségur, c'est bien intégré et on y apportera la plus grande attention, encore une fois, pour des enjeux de santé publique tels que je viens de vous le donner. Sur les prestations d'accompagnement, on est aussi sur la même mécanique de certificat. La maintenance, la formation, l'identification électronique, c'est un vrai enjeu. Mathieu en a parlé, je ne reviens pas dessus. Et toute la documentation et le suivi de projet. Voilà. Donc c'est du clé en main comme la vague 1. Mais vous le voyez, encore une fois, tirant parti de la vague 1, on a poussé le curseur un tout petit peu plus loin, notamment sur ces questions de téléradiologie. Sur la prestation secondaire, là, ben, on a tout simplement fixé des cibles d'atteinte. Voilà, on aurait presque voulu que ce soit plus haut, mais à un moment, il faut être aussi raisonnable. On a fixé deux seuils. On va dire le seuil de la très bonne réalisation de la prestation, c'est 70% d'alimentation. Voilà. Alors, quand on est maître de l'identité, si on est dans un environnement hospitalier et que le RIS hérite de l'INS qualifié d'un autre système, là, vous le voyez, on est beaucoup plus haut. Mais le cas général, c'est le RIS va aussi s'occuper de l'identité. 70%, bien, très bien.
pas complètement satisfaisant intellectuellement, mais en tout cas au sens du Ségur, ça le sera. On est à 70%. Après, il y a une tranche intermédiaire qui est entre 55 et 70%. C'est-à-dire que s'il y a entre 55 et 70% des comptes rendus qui remontent dans le DMP, ben, c'est la moitié du forfait. Voilà, donc ce qui veut dire que, vous voyez, il y a quand même peu de variabilité sur le pourcentage, mais une variabilité importante sur le forfait. Donc, on paye que la moitié du forfait. Et à moins de 55% d'alimentation, on est à zéro forfait, même si le système a bien fonctionné, même si le RIS marche bien, même s'il est bien connecté à la Dreambox, si les comptes rendus ne remontent pas à moins de 55%, il n'y a pas de forfait. Voilà, donc c'est assez engageant. Bien entendu, c'est une prestation qui est payée, donc bah, c'est dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que l'État met un peu plus d'argent, mais en retour attend bah, des choses beaucoup plus performantes dans le temps. Voilà sur la prestation secondaire sur le RUS. Et donc, si jamais, je vous l'ai dit, l'INS, il est qualifié, il est déjà qualifié au moment de la validation du CR. Là, pour le coup, on considère qu'il n'y a absolument aucune raison que ça ne remonte pas. Et là, on est sur du 99%. Voilà. Ce qui veut dire aussi qu'on pense à la Dreambox en faisant ça et qu'on se garantit que les comptes rendus remontants, le partage des images sera opérationnel. Et quand je vous parlais en introduction d'un enjeu métier unique, on en est là dans l'illustration. C'est-à-dire qu'on a bien deux dispositifs, financiers, techniques, administratifs, mais qui sont au service d'un même enjeu métier. C'est ce que vous avez là sous les yeux. Sur la Dreambox, on est sur la même mécanique. Il y a des petites choses en plus concernant les certificats pour des questions de sécurité, puisqu'il y a des dispositions un petit peu particulières sur la Dreambox. La partie aussi liste blanche, Mathieu en a parlé, hein, il faut rentrer dans cet espace de confiance. Et donc la grosse différence, vous l'avez noté par rapport au RIS, c'est effectivement que le matériel est intégré dans les prestations. Pour une raison encore une fois très simple, c'est qu'on est parti du cas général. Le cas général en RIS, c'est qu'il y a déjà un RIS, donc il n'y a pas du coup de raison de payer plus. Et à contrario, la Dreambox est nouveau, il n'y a pas de matériel. Donc le cas général, c'est qu'il faut payer le matériel pour que ça avance vite et bien. La prestation secondaire, elle est pour l'éditeur. C'est une excellente question. Merci Sébastien. Effectivement, on est vraiment là dans la logique, hein. Je ne vous parle pas d'open 2, je ne vous parle pas des incitations à l'usage qui là sont pour l'établissement. Là, on va payer l'éditeur toujours sous forme d'achat pour compte, dans la même logique que la prestation principale. Et donc, ben, à la charge de l'éditeur de bien avoir installé les certificats, de bien avoir formé, de bien avoir installé les demi-connecteurs, de bien avoir le bon niveau de support pour que le système roule un petit peu comme le moteur d'une voiture. Voilà. Et puis on peut dire qu'aujourd'hui, bah, la facturation, ça pose pas de question. Voilà, tout passe par des flux informatiques, tout est facturé. Pas de raison à la fin que ce soit pas pareil pour les comptes rendus. En tout cas, merci pour la question, ça permet d'être précis sur ce point. Du coup, la prestation secondaire de la Dreambox. Là aussi, dans le meilleur des cas, on s'était dit il faut que ça marche 24 heures sur 24. On va être exigeant par rapport à ça. Il faut aussi être raisonnable quand on démarre ce type de projet. Donc, après échange avec les éditeurs, on a défini que le fonctionnement il devait être en continu, en mode nominal, entre 9 heures le matin et 19 heures, heure de métropole, hein. Voilà, encore une fois. Des éditeurs peuvent peut-être proposer plus, hein, c'est pas interdit, mais en tout cas, nous, ce qui est pour nous ce socle commun minimal du Ségur, on demande qu'en journée, il n'y ait absolument aucun problème. Et là aussi, bah, si vous voyez que s'il y a 10 heures d'interruption de service sur un semestre, alors je ne parle pas d'une seule intervention, hein, une seule interruption, pardon, mais la somme des interruptions, même logique que pour le RIS, il y a deux paliers. Si c'est inférieur à 10 heures, on considère bah, que c'est très bien. Si c'est donc entre 10 et 20 heures, c'est moyen, et là aussi, même mécanique, moitié du forfait. Et donc, à plus de 20 heures d'interruption, bah, l'État considère que ça ne mérite pas de payer pour le service. C'est aussi simple que ça. Pour Frédéric, bonjour Frédéric. Est-ce que les flux d'identité sont prévus dans le cadre de la téléradio-télémédecine en complément des ORM avec INS? Nous, on se base que sur l'INS. Donc, il y a tous les flux identités là, qui vont être décrits, mais bien entendu, axés sur l'INS. Enfin, un petit point complémentaire, là aussi, on a eu des questions et alors du coup, non, il s'agit des demi-connecteurs. Ouais, merci Mathieu. Merci Mathieu, effectivement, j'avais mal compris la question. Euh, une précision supplémentaire sur le cas des portails de diffusion que j'ai abordé tout à l'heure.
On ne demande pas stricto sensus le décommissionnement des portails de diffusion à échéance de la prestation. Nous, ce qu'on demande, et vous l'aurez compris, c'est que, déjà pour des raisons de sécurité, mais aussi d'urbanisation, et pour toutes les bonnes raisons que vous comprendrez, c'est qu'à la fin, il n'y ait qu'un point de collecte, de passage, de partage des images. Et donc, que les fonctionnalités de la Dreambox soient intégrées dans les portails de diffusion, et nos objectifs atteints, voilà, on a des portails de diffusion, on a l'envoi vers le DMP, on a les professionnels de santé qui trouvent les examens, et là, il n'y a pas de sujet. Si par contre, l'établissement doit garder une Dreambox parce que les fonctionnalités de la Dreambox n'ont pas été intégrées dans les portails de diffusion, là, clairement, on demandera le décommissionnement. Voilà, donc c'est très clair, il y a deux cas possibles. Un portail de diffusion, il intègre à échéance les fonctionnalités de la Dreambox, il reste. Il n'intègre pas, il doit être décommissionné. Je vais revenir après sur la question des programmes régionaux. En tout cas, là-dessus, on est extrêmement clair, extrêmement ferme également. C'est là aussi de la bonne utilisation de l'argent public. C'est aussi des questions de sécurité, parce que plus il y a de points de passage, plus il y a de risques. Et enfin, que ce soit pour les médecins ou pour les patients, in fine, il y a un endroit où on trouve des informations, c'est dans le DMP. Voilà, donc vous voyez, il y a toute cette logique métier, urbanisation, technique et financière qui nous ont guidés vers ces décisions-là. Vous avez tous les documents ci-dessous, et encore une fois, dans quelques jours apparaître les documents définitifs. Pour la question des programmes régionaux, type Krypton, mais pas que, on en a dans plusieurs régions. Euh, on échange maintenant depuis au moins 2 ans. Alors, si certaines régions sont connectées, j'ai pas fait attention, c'est pas ces régions qui me contrediront, sur une mécanique de convergence. Il y a un acquis en termes d'usage, de métier dans ces régions. C'est important pour nous, quand on lance ce genre de dispositif, finalement, en faisant converger tout le monde, de pas non plus détruire des choses qui auraient été faites par avant et dans d'autres temps et dans d'autres considérations, mais au contraire, d'arriver à leur trouver une suite. Donc, on est bien dans cette logique-là. C'est pas un arrêt des programmes régionaux. Avec chaque région, on discute en fonction de ce qui a été fait pour trouver des mécanismes de convergence, finalement un petit peu dans la même logique que les portails de diffusion, et pour qu'à la fin, tout le monde partage les images de la même façon sur les mêmes environnements, pour des raisons techniques, métiers, financières, hein. On va pas refaire 18 fois ce qu'on fait au niveau national, hein. Et donc, on est sur les mêmes mécaniques. Et là aussi, à horizon 2026-2027. Et cette date de 2027, elle est aussi logique par rapport à la feuille de route du numérique en santé qui nous amène jusqu'en 2027. Voilà, donc pour cette question des programmes régionaux, on travaille en étroite collaboration, je dirais même synergie avec les régions, et à chaque région, il y aura une façon de faire, une vérité. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur la question des calendriers, alors, on a été gentil, on n'a pas gardé ça pour la toute fin pour être certain de garder absolument tout le monde. On l'a pas mis non plus au début, mais effectivement, il y a le sujet calendrier avec finalement plusieurs sujets, une vue assez macro de qu'est-ce qui arrive à quelle échéance. Alors déjà, sur la sortie des textes. Les textes qu'on avait prévus fin décembre, qu'on avait prévus en janvier, ben voilà, je pense que vous êtes tous au fait de l'actualité et de l'instabilité politique. Au ministère, dans tous les autres ministères, on s'adapte. Et donc, on a pris un tout petit peu de retard sur la publication. Pour autant, les documents n'ont pas bougé depuis plusieurs semaines. Ils sont prêts, ils sont dans les tuyaux. Voilà, et les bonnes nouvelles de ces derniers jours à l'Assemblée nous laissent à penser que maintenant, on est très très proche de la sortie des textes et que cette stabilité va nous aider maintenant à avancer. Donc ça, sur le très court terme, c'est pour ça que je parle de début février 2025 pour la publication. Alors, des arrêtés en fait, puisqu'il y a un arrêté RIS et un arrêté Dreambox. Ensuite, je reviendrai après sur la partie bon de commande, puisqu'elle est en cohérence avec le référencement et le démarrage des premières prestations. Les guichets vont ouvrir progressivement entre avril et cet été. Il y a un certain nombre de guichets. Il y a un guichet Pro Santé Connect, il y a les guichets de référencement. Il y a aussi le guichet du CNDA. Et je fais une parenthèse là-dessus. Il y a en ce moment, vous le savez certainement, un énorme programme de migration de la plateforme du DMP de l'ancien prestataire vers le nouveau prestataire. C'est un chantier qui est titanesque.
Voilà, on est tous derrière la CNAM pour que ça se passe bien. Et du coup, les environnements de test du CNDA vont aussi migrer, ce qui explique que l'ouverture des guichets CNDA arrivera un petit peu plus tard. Donc c'est pour des bonnes raisons. On part là pour des années et des années, donc effectivement, il y aura un petit peu de décalage, ce qui fait que le dépôt des dossiers complets sera disponible, on va dire, allez, mi-T3, on va dire septembre à la rentrée, en tout cas, c'est un petit peu l'idée. Et dans les règles de financement, on a prévu, toujours pour les questions de trésorerie, que les éditeurs puissent prendre des commandes 4 mois avant le dépôt du dossier complet. Ce qui veut dire que vous retranchez 4 mois à septembre et vous arrivez au mois de mai. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui vous explique ces dates. Voilà. Donc, ces dates, on les communiquera prochainement. Et donc, les éditeurs vont revenir vers vous. Alors, pour certains, ils sont déjà venus vers vous, mais en tout cas, pour la prise de commande, vous avez là la mécanique, la cinématique. Pour la suite, je vais descendre dans le détail du coup, parce qu'on a deux calendriers différents pour la Dreambox et pour le RIS. On va voir les mécaniques Ségur habituelles avec de la prise de commande, de la prestation, la réalisation de la prestation principale qui va aller jusqu'à fin 2027. Et du coup, la prestation secondaire, hein, où on va avoir donc 6 semestres après 2027, qui va nous amener jusqu'en 2030. Voilà pour la séquence. Du coup, si on regarde un peu plus dans le détail sur la partie calendrier, euh, la date zéro, donc, qui est incessamment sous peu, très probablement semaine prochaine, en tout cas on l'espère, fin de cette semaine dans le meilleur des cas, même si voilà, on n'est pas complètement certain, mais en tout cas on en est maintenant très proche. Et encore une fois, pour toutes les raisons que je vous ai données. Ce qu'on attend, mais on les connaît déjà, c'est que les éditeurs se fassent connaître rapidement au niveau administratif. 15 mois pour la date limite de dépôt d'un dossier complet de preuve de conformité. 18 pour la fin des échanges, c'est-à-dire qu'on laisse 3 mois entre le dépôt du dossier et la fin des échanges. Et puis après, on rentre dans ce que vous avez connu aussi en vaga, réception des demandes, réalisation des prestations, les dernières démarches administratives, coup de tournevis pour que ça fonctionne, qui nous emmènent jusqu'à 30 mois. Voilà, c'est la date 6. Donc ça, c'est pour le calendrier RIS. Sur la partie Dreambox, vous voyez qu'on est sur la même mécanique initiale, et c'est logique puisque les sujets sont quand même assez techniquement proches. Vous voyez qu'après, on laisse un peu plus de temps. Pour une bonne et simple raison, c'est pas parce que c'est plus compliqué, en notre sens, ça aurait pas forcément justifié. Par contre, ce qu'on veut, c'est que les demandes Dreambox se passent bien, qu'elles soient vite fonctionnelles. Euh, et donc, forcément, on va laisser un petit peu plus de temps au Dreambox, puisqu'il faut la complétude du parc RIS pour avoir la complétude du parc Dreambox. Voilà. Donc, cette raison de 3 mois, c'est uniquement ça. C'est pas des questions de complexité, c'est pas des questions de nombre d'éditeurs, c'est pas des questions de capacité de l'ANS à étudier tout ça. Il y a une équipe solide. C'est uniquement l'enclenchement et de la dépendance technique RIS et Dreambox. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur les questions administratives et financières. Et je vais laisser la parole à Mathieu pour poursuivre sur les prérequis. Merci Jean-Marc. Sur les prérequis qu'on voit, alors ils ne seront pas forcément exhaustifs, mais ça permet de commencer à anticiper un peu les sujets. Tout d'abord sur la partie chantier technique. Donc effectivement, il va y avoir une politique d'accès aux services nationaux. Il y a le DMP et l'INS, avec notamment l'espace de confiance ProSanté Connect. La gestion du cycle de vie des certificats. On a beaucoup de risques maintenant qui sont déployés, référenciés vague 1. Va se poser maintenant la question de renouvellement de ces certificats et comment les renouveler. Comment déjà les identifier et quel process mettre en place pour les renouveler. Ça va être un des sujets aussi techniques à adresser. L'interopérabilité téléradiologie, bien sûr, qui va du coup être un enjeu là sur cette vague 2 avec la mise en place de flux normalisés. Et puis l'interopérabilité Dreambox également, puisque c'est Dreambox, c'est un nouveau système qui va être intégré dans le SI. Côté organisationnel, les choses que l'on voyait, effectivement, avec l'impact de la Dreambox sur la prise en charge du patient, effectivement, il va y avoir une réorganisation ou une réflexion sur l'organisation à mener, avec du coup sur l'arrivée du coup de cette Dreambox
dans la prise en charge du patient et la possibilité du coup pour ce patient pris en charge d'anticiper et d'aller consulter les examens d'imagerie. Pareil aussi pour de toute façon mon espace santé le DMP avec la consultation du coup intégrée qui arrive, ça remet du coup en avant un certain nombre de réflexions sur le parcours de ce patient et comment il doit être fait autour de avec cette consultation DMP qui est offerte et consultation également Dreambox. La gestion de l'information de la non-opposition du patient, effectivement, ça c'est aussi quelque chose d'important. L'idée derrière ça, c'est que le patient, il puisse, il y a une traçabilité de toute façon de la non-opposition du patient qui doit être mise en place lors de la consultation du DMP. C'est aussi quelque chose de nouveau et qui va aussi impacter l'organisation, puisque systématiquement, lors de la consultation du DMP, il y aura bien sûr un questionnement à faire pour le patient pour connaître sa position, pour qu'il soit informé et connaître sa position avant d'aller consulter aussi bien le DMP que la Dreambox qui rentre aussi du coup dans ces dispositions. L'organisation des balles MS Santé aussi pour la réception des documents, parce que là, on va effectivement rentrer dans une démarche de réception. Le taux de qualification, donc là, il y aura des travaux encore qui seront à mener, de toute façon, un peu en phase, un peu en continu d'ailleurs, pour améliorer toujours ce taux de qualification, dont la Dreambox va aussi être totalement dépendante, puisque les partages d'examen seront basés aussi sur la qualification de l'INES et sur l'envoi du compte-rendu au DMP. L'invisibilité de documents sensibles, ça, c'est des fonctions effectivement qui vont être mises en place aussi côté RIS pour permettre quand même l'alimentation du DMP, le partage des examens, mais en tenant compte effectivement des problématiques d'invisibilité qui sont prévues aujourd'hui par le DMP, donc avec des fonctionnalités qui vont être mises en place sur les RIS pour rendre invisible ces documents. La médecine nucléaire aussi qui arrive, qui est un nouveau périmètre du coup qui va être adressé sur cette vague 2, qui était non présent sur cette vague 1, qui est aussi du coup un chantier organisationnel autour de la médecine nucléaire et l'appréhension du coup des sujets vague 1 et vague 2 pour les médecins nucléaires. Et puis aussi, donc, le troisième gros chantier, c'est la montée en compétence des équipes projets médicales autour du RIS. Avec bien sûr la mobilisation des professionnels de santé, donc l'évolution des pratiques au regard de la consultation du DMP, qui va amener pas mal de nouvelles choses. La montée en compétences, bien sûr, sur les fonctionnalités de mon espace santé, notamment sur toujours la consultation, et puis sur les différents attributs de confidentialité, le masquage professionnel de santé, l'invisibilité de patient, dans quel cadre on peut effectivement placer ces attributs, et puis aussi toutes les questions autour de la non-opposition. La montée en compétence sur le contenu de la vague 2 avec des sujets métiers, mais pas que. Il y aura aussi un certain nombre de sujets techniques, sujets de certificats, des sujets également d'identité via ProSanté Connect, donc potentiellement identifier l'ensemble des professionnels de santé et leur habilitation pour aller consulter le DMP et être sûr qu'ils soient déjà bien aussi présents dans les différents répertoires sectoriels de l'ANS, aussi bien médecins, mais aussi professionnels de santé autre type du coup que médecins. Personnel soignant, notamment l'extension Ségur à la médecine nucléaire. Donc voilà, ça j'en ai parlé. Il y a aussi du coup de la montée en compétences autour de la prise en main de l'extension médecine nucléaire du RIS. Slide suivante, s'il te plaît. Sur la partie Dreambox, alors sur la partie Dreambox, ce qu'on peut voir, et Jean-Marc l'a souligné juste avant, c'est qu'on va avoir deux architectures de Dreambox qui se profilent, là avec les éditeurs, une architecture qu'on va appeler Dreambox Proxy, qui sera vraiment une passerelle complètement indépendante, qui sera reliée par des flux d'interopérabilité au PAX et au RIS, et qui va interagir du coup avec le DMP et les autres Dreambox déployés. Et puis aussi une Dreambox qu'on va appeler Dreambox native, qui est finalement une fonction Dreambox complètement intégrée au PAX. Donc ça, voilà, ça mérite réflexion, ça mérite de poser le sujet et de réfléchir, voilà, quelle est l'architecture qui sera la meilleure par rapport au schéma d'urbanisation voilà, de vos des établissements et aussi au regard effectivement des éditeurs avec lesquels vous travaillez déjà et les perspectives aussi à mettre. Donc voilà en tout cas les deux architectures qu'on devrait retrouver sur le marché, qu'on a spécifiées aujourd'hui en tout cas. Slide suivante. Alors,
il y a une architecture qui est non supportée, mais vous la comprendrez assez facilement. C'est pour un même examen qui est stocké dans un PAX, il ne peut pas être partagé sur 2 Dreambox. Donc, il n'y aura forcément qu'une seule Dreambox reliée à un PAX. Par contre, l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'une Dreambox peut être connectée à plusieurs PAX, mais un PAX peut être connecté qu'à une seule Dreambox. Slide suivante. Alors, les prérequis à l'accueil de Dreambox sont un peu plus nombreux. Ça va être plutôt moi, ce que je voyais, c'était plutôt des prérequis techniques. On va s'adresser ici plutôt à des DSI, des RSSI, des administrateurs de PAX aussi, effectivement, et puis aussi des futurs administrateurs Dreambox, puisque cette Dreambox, elle aura besoin aussi d'être administrée, au même titre que le PAX. Donc, on l'a vu au niveau des architectures de déploiement. On va avoir énormément d'architectures différentes en termes notamment d'hébergement et de placement des systèmes. On va avoir de l'hébergement en cloud, avec plusieurs types de services autour du cloud. Et puis des parties également on-premise. Donc on peut avoir effectivement la Dreambox qui sera on-premise au niveau de l'établissement, mais le PAX et le PAX Series peuvent se retrouver en cloud ou on-premise, ou inversement, hein, la Dreambox en cloud avec le PAX Series on-premise. Donc on n'a pas vraiment de modèle du coup de modèle précis. On va avoir une hétérogénéité hein, de tous les systèmes avec des mélanges et la nécessité, c'était très très important du coup de bien sécuriser les flux entre les différents systèmes. Paxeris, normalement, c'est déjà sécurisé, mais avec l'arrivée de la Dreambox, voilà, il y a des questions qui peuvent se poser du coup sur la sécurisation des flux, la mise en place de VPN ou de flux de type TLS. Bien sûr, la Dreambox, c'est en cloud, elle doit être sur un hébergement qui est certifié HDS, puisque cette Dreambox, elle va manipuler des données de santé à caractère personnel, notamment les pointeurs, manifeste COS. Il y aura à l'intérieur l'identité du patient, l'identité INS, et puis bien sûr les images hein, qui sont stockées et qui vont transiter via le cache de la Dreambox et qui pourrait être aussi stocké au niveau cache, puisque certains éditeurs vont également proposer du cache. Donc, avant de déployer la Dreambox, il est nécessaire qu'un audit soit réalisé. L'objectif hein, de cet audit, ça va être modéliser l'architecture du SI d'imagerie. Donc ça, bien sûr, hein, l'éditeur de Dreambox a aussi sa part à jouer par rapport à ça et à tester hein, le système hein, qui accueillera la Dreambox, modéliser l'architecture, où va se placer la Dreambox vis-à-vis du SI d'imagerie existant. Les performances, bien sûr, qui sont vraiment très, très importantes, notamment au niveau PAX. Donc aujourd'hui, c'est difficile de savoir combien d'examens d'imagerie vont être partagés, combien d'imagerie vont être consommées par des Dreambox concurrentes sur un même établissement. Donc il faudra jauger du coup la capacité d'accueil du PAX, la capacité de performance pour accueillir cette Dreambox. Nous, ce qu'on va faire au niveau ANS, on est en train de finaliser ce qu'on appelle un guide d'exploitation qui sera remis du coup aux éditeurs, où on va mettre un ensemble de recommandations sur ce qu'on a vu, ce qu'on voit et ce qu'on pense également pour atteindre les cibles hein, qu'on s'est fixées en termes d'expérience utilisateur et en termes de performance d'accès aux images avec des cibles, hein, des cibles d'attente au niveau performance qui seront du coup recommandées. Après, ça va dépendre du coup derrière. Pour atteindre ces recommandations, il faudra peut-être placer du coup les bons tuyaux au niveau d'Internet, suivant également la capacité de l'établissement et le nombre de modalités, et le nombre d'examens qui sont réalisés, qui peuvent aussi influer du coup derrière sur le partage. L'aspect identité, bien sûr, sécurité et réseau, puisque là, on va ouvrir du coup des portes hein, au niveau des SI pour que les Dreambox Conso puissent pour que les Dreambox Source puissent partager les examens d'images au Dreambox Conso, pour qu'elles puissent également alimenter, consulter également le COS au DNP. Et donc, nous, on met en place des systèmes, on propose des services, on propose également des services, on a des exigences autour de ça. Ça va être notamment toute la partie espace de confiance Pro Santé Connect, les services Pro Santé Connect, tout ce qui est certificats également, qui sont aujourd'hui vont être spécifiés, mais ils seront demandés, donc des certificats permettant de faire du TLS, et puis également de la sécurisation autour des flux.
Donc, bien sûr, cet audit, il sera piloté par l'éditeur avant intégration de la Dreambox, suivant des métriques qui seront demandées. Et bien sûr, il impliquera les différentes parties prenantes, telles que l'éditeur de RIS, de PAX, de Dreambox, l'administrateur PAX et les autres parties prenantes du SI Imagerie, pour être sûr que l'ensemble des prérequis soit atteint avant le déploiement de cette Dreambox, pour éviter qu'une Dreambox soit déployée, par exemple, sur un PAX qui est complètement sous-dimensionné. Voilà, c'est pour éviter de rentrer du coup sur ces difficultés ou sur des difficultés réseau. À ce moment-là, ça permettra aussi de poser la question sur quelle est finalement la meilleure architecture vers laquelle se tourner, entre des architectures plutôt on-premise ou en cloud. Quelques remarques aussi par rapport à ça, qu'on a identifié là dans tous les travaux qu'on a réalisés. Il y a aussi des solutions de contournement en cas de mauvaise performance et en cas de désynchronisation aussi qui peuvent être mis en place, que les vendeurs de PAX en principe connaissent bien. C'est les boîtiers de streaming d'images qui sont très souvent déployés sur les sites de PAX, qui permettent d'assurer le relais des équipements d'ICOM et permettent d'améliorer la performance dans le partage des images, et également le cache, parce que la Dreambox source, comme je vous le disais, elle pourra offrir également du cache, par exemple du cache sur, peut-être pas forcément sur tous les examens partagés, mais on peut imaginer du cache sur les principales modalités ou les principales régions anatomiques. Voilà. On a laissé dans les spécifications assez ouverts les filtres pour que les éditeurs puissent mettre leurs propres filtres et se positionner pour permettre d'avoir derrière pour le consommateur la meilleure expérience utilisateur, puisque l'enjeu aujourd'hui au niveau de la récupération de l'image, c'est que l'image déjà soit récupérée en mode streaming. Donc, l'image sera affichée avant que le téléchargement soit complet de l'examen, et également qu'elle soit affichée de façon assez rapide et assez fluide pour le consommateur. Donc ça, c'est notre principal enjeu en termes de performance. Slide suivante, s'il te plaît. Et voilà, ça c'est la dernière slide. J'ai un oublié, oui. La dernière slide. Donc là, ici, vous retrouvez donc un certain nombre de documents et de contacts. Donc, bien sûr, l'ANS, on se tient à votre disposition. Les experts de l'ANS pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, il y a un lien pour contacter la cellule accompagnement. Et puis, bien sûr, vous retrouvez sur les différents sites le corpus documentaire. À noter que pour la Dreambox, et c'est une spécificité Dreambox, on a fait le choix de rédiger des spécifications Dreambox, puisque c'est un nouveau produit, un nouveau logiciel qui est construit. On va retrouver dans cette spec, qui sont quand même très techniques, les exigences, mais également énormément de sujets autour de la conception de la Dreambox, sur lesquels les éditeurs ont beaucoup participé, parce qu'il y a eu 5 ou 6 concertations autour de ces spécifications, et ensuite ces spécifications font le lien avec les autres référentiels techniques que propose l'ANS. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette slide. Et on reste bien sûr à votre disposition pour éventuellement, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous souhaitez aussi approfondir certains sujets. Voilà, on reste à votre disposition, et ce webinaire de toute façon ne sera pas le dernier. Merci à Effectivement. tous. Du coup, je vais répondre à Jean-François. Et Mathieu l'a dit, ce sera loin d'être le dernier. Là, l'idée, c'est d'enchaîner une séquence de communication la plus large possible. Les slides, dès ce soir, je les diffuse au G4, et donc à charge pour le G4, je diffuserai les 2 sets de slides, d'envoyer à ses membres, privés et publics, pour que ça diffuse au travers des radiologues. Bien entendu, on va aussi travailler avec le collège des DSI, et ainsi de suite. Donc voilà, dans les prochaines semaines, on va essayer de diffuser un maximum d'informations. Également à venir, un article dans DSIH Magazine, normalement à fin février. L'interview est faite, donc ça devrait être assez rapide. Voilà, donc différents canaux d'information, et bien entendu, Mathieu l'a dit, là où il y a le plus d'infos à trouver, sous tous les angles, c'est les pages de l'ANS, donc à relayer aussi largement que possible. Sur la question de la visibilité, je voudrais y revenir de façon un petit peu plus large. Parce que par rapport à la vague 1, on a constaté notamment sur les sites qui font beaucoup de cancéro, où il y a beaucoup d'onco, que parfois il y a eu des diffusions de résultats aux patients au travers de mon espace santé, parce que les comptes rendus n'étaient pas visibles, parce que les gens ne connaissaient pas la fonction d'invisibilisation, et donc ils ont coupé l'alimentation. Voilà. Ce que je peux comprendre sous un angle métier, parce que les gens ne savaient pas.
Voilà, par contre, on ne peut pas expliquer du coup sous un angle plus technique parce que tout avait été prévu, que ce soit dans les spécifications des logiciels au niveau de l'assurance maladie. Donc oui, bien entendu, on va conserver la fonctionnalité non visible par le patient, mais on va amplifier la communication autour de ça. Voilà, c'est clairement un enjeu pour nous parce qu'on ne doit plus avoir de site qui coupe l'alimentation au motif que des patients ont eu connaissance des comptes rendus avant les visites d'annonce, par exemple. Voilà, n'hésitez pas. Et donc pour les cabinets d'imagerie, bah non, avec Mathieu, on sera à nouveau là dans quelques minutes. L'idée, c'était effectivement d'avoir des messages un petit peu spécifiques pour les établissements, notamment sur le côté interop qu'on a vu avec Mathieu, les questions de téléradio, de R simplifié. On aura des messages aussi un petit peu plus spécifiques sur les sujets côté privé. Donc oui, bien entendu, on a un deuxième webinaire tout à l'heure avec Mathieu. C'est un peu le fil directeur de notre après-midi, vous l'aurez compris. Les benchmarks, oui, alors effectivement, il y a deux sujets. Du coup, à tout à l'heure, Jean-François, merci d'être là à nouveau sur le côté privé. En fait, il y a un benchmark au niveau du référencement, où ça, pour être référencé, les logiciels doivent avoir un certain niveau de performance. Donc ça, c'est du performance unitaire sur banc. Et après, en exploitation, c'est là qu'intervient la prestation secondaire, parce que c'est un autre sujet. Et c'est là qu'on demande un niveau d'alimentation de COS. Après, sur la partie indisponibilité, vous allez voir dans la finesse des documents qu'on va publier incessamment sous peu, et également préciser, par exemple, si un pack se répond en tant de secondes, on considère qu'il n'est pas disponible. Tant de secondes pour le CMOV, c'est pas disponible. Donc en fait, on va avoir fixé des seuils où on considère que c'est du fonctionnement normal ou anormal en production. Et c'est aussi ce qu'expliquait Mathieu. Voilà, donc on différencie bien les deux. On adresse bien les deux sujets et il y a également un guide d'exploitation, Mathieu en a parlé aussi, qui va définir des bonnes conditions de mise en œuvre, mais là qui sortent du cadre réglementaire, c'est plus des guides et des aides qu'on peut vous fournir. Je pense que ça répond à la question, en tout cas, des benchmarks. Eh ben, bonjour Fabrice Augustin. Voilà, on arrive. S'il n'y a plus de questions, on est bon. On est bon, on est bon. Et puis, pour ceux qui seront connectés tout à l'heure, vous verrez, c'est quand même assez proche de ce qu'on vient de se dire là. À très bientôt. Et donc, les slides en téléchargement et le replay sur le site de l'ANS bientôt. Et moi, je m'occupe de la diffusion par le G4. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.